allegations of widespread corruption. Korruption, mangelnde Aufklärung, über den Vereinten Nationen hängt ein Schleier. Biggest corruption scandal in UN history. Jamais à l'ONU on avait connu un tel scandale. The scandal has spread to the United Nations itself. The UN of turning a blind eye to corruption. Un scandale, me dit-on. Une corruption à l'échelle planétaire. C'est le plus gros budget de l'histoire de l'ONU. Notre problème était comment dépenser l'argent assez vite. On crie au scandale à propos d'un programme humanitaire destiné à soulager la population irakienne soumise à un terrible embargo. Au départ, les sanctions étaient totales. Mais à quoi ça sert de faire mourir de faim des enfants irakiens ? On me dit qu'il s'agit d'une corruption parfaitement orchestrée, qu'il s'agit d'un programme en trompe-l'œil, derrière lequel les prédateurs de la planète semblent avoir trouvé un formidable terrain de chasse. Le message qui était envoyé à ce réseau mondial d'hommes d'affaires et de diplomates était « La corruption, c'est pas grave, on fermera les yeux. Les pots de vin, c'est rien du tout, ça dérange personne à l'ONU. » Et pourtant, quand j'évoque le programme Pétrole contre nourriture, personne autour de moi ne semble s'en souvenir. On ne sait qui de l'indifférence ou de l'oubli l'emporte. Comment expliquer un tel silence encore aujourd'hui, alors que les sommes détournées sont si colossales qu'elles paraissent appartenir à un monde virtuel ? J'ai voulu chercher les responsables. Le régime irakien essayait de détourner une partie du programme à son profit. Savoir qui en a profité. Il a volé plus d'un demi-milliard de dollars pour le président russe, pour le premier comme pour le deuxième. Quels ont été les mécanismes de cette corruption ? Ils apportaient et déposaient des centaines de milliers de dollars en liquide à l'ambassade d'Irak à Genève. Où en est-on aujourd'hui ? Ce pétrole-là, c'était une malédiction beaucoup plus qu'une bénédiction. De continent en continent, je suis parti à la recherche des responsables et des témoins de ce scandale que l'on qualifie comme l'un des plus importants de tous les temps. Les accusations d'un journal irakien, Saddam Hussein, aurait récompensé ses soutiens étrangers en distribuant des milliers de barils de pétrole. Une liste de 267 personnes aurait été retrouvée. Ces personnes ont été payées par des commissions prélevées sur des millions de barils de pétrole pendant l'embargo. Cette histoire commence donc par cette liste, une liste de personnalités et d'entreprises ayant touché des pots de vin provenant du programme humanitaire Pétrole contre nourriture. Une liste publiée en janvier 2004 par un quotidien irakien de surcroît. Une série de noms sur des papiers mystérieusement gardés dans les caves du ministère du pétrole à Bagdad, miraculeusement épargnés par les bombes américaines. Bizarre. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Aujourd'hui, plus de 4 ans après la publication de la liste, la première question que je me pose est celle de l'authenticité du document. Je remarque qu'à l'époque, beaucoup l'avaient contesté. Or, à Amman, je retrouve l'un des journalistes qui travaillait pour le quotidien irakien Al-Mada au moment de la publication. هايدر سعيد. يعني أنا كمحرر كنت في المدى في لحظة نشر الوثائق وربما اشتغلت على تحرير جزء منها ولا حتى فخري كريم بحسب ما تصور كان عندنا تصور بأنه هذه الوثائق راح تسوي كل هذا. هي الوثائق كاملة يعني وثائق من وزارة النفط واللي صار أنه بالتحرير أنه جرى نشر هذه الأسماء الواردة بالوثائق. بس يعني لازم نوضح يعني أنا شخصيا لازم تتوضح أعتقد بعض الأشياء. أولا أنه في ذيك الفترة في العراق يعني الأشهر الخمسة أو الستة الأولى أو حتى السنة بعد سقوط نظام صدام حسين كان هناك أشبه بكشف عن وثائق العهد السابق. يعني كان هناك حتى سوق لتداول الوثائق، وثائق المخابرات، وثائق الوزارات، وثائق ديوان الرئاسة، كل وثائق الدولة العراقية. Donc cette liste est bien authentique et met en cause 270 personnes et entreprises qui ont bénéficié des largesses du régime irakien. Largesses résultant du programme humanitaire mis en place par l'ONU en 1996, Pétrole contre nourriture,
Oil for Food, programme qui permettait à l'Irak de vendre du pétrole et d'utiliser la recette de cette vente pour acheter des biens de première nécessité. La logique est de commencer cette enquête par le commencement sur les bords de l'East River, au quartier général des Nations Unies. Mais avant tout, un retour en arrière s'impose pour situer la toile de fond sur laquelle s'inscrit ce programme. Printemps 91, à la suite de la première guerre du Golfe, l'ONU décide de neutraliser Saddam Hussein en imposant un embargo à l'Irak. Le pays va le payer très cher. En l'espace de quelques mois, la situation humanitaire devient catastrophique, les infrastructures dans les transports et l'énergie sont dévastées, l'inflation est vertigineuse. This money and 2 kilo sugar. L'Irak sombre, faute de nourriture et de médicaments, la mortalité infantile augmente de façon dramatique, les images de ces enfants rachitiques font le tour de la planète. L'opinion publique s'en émeut, à une exception près, celle de Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Phrase désastreuse. L'opinion publique se soulève contre l'injustice de l'embargo, les manifestations se multiplient, la pression médiatique se fait alors sentir et les représentants des pays membres de l'ONU parlent de plus en plus d'alléger les sanctions. Et il faut trouver un moyen d'aider les Irakiens. L'idée de créer un programme humanitaire naît dès 1991. Comment le programme a-t-il été conçu au départ? À l'ONU, c'est la question que je pose à Colin Lynch, correspondant au Washington Post, déjà en poste à cette époque. Au départ, on trouve un certain Oscar Wyatt. Il n'est pas très connu en dehors des États-Unis. C'est un négociant de pétrole texan à l'ancienne, un vrai dur à cuire. Il avait des liens avec Saddam Hussein depuis les années 70. Oscar Wyatt a très vite compris que ça lui donnerait une extraordinaire opportunité de retourner aux affaires, lui qui n'avait plus le droit de faire des transactions pétrolières avec l'Irak. Il a d'abord contribué à générer un soutien politique en faveur de l'allègement des sanctions, puis il a tenté d'influer sur la façon dont le programme serait conçu. Il est extraordinaire de noter qu'un des anciens conseillers du président Kennedy, Ted Ranson, qui travaillait dans un cabinet d'avocats new-yorkais à l'époque, a été engagé par un assistant de M. Wyatt pour rédiger ce qui deviendrait la première mouture du programme Pétrole contre nourriture. J'invite le représentant de l'Irak à prendre place à la table du Conseil. Côté irakien, il y a un homme qui connaît ce programme mieux que personne, et pour cause. En 90-91, il était l'ambassadeur irakien aux Nations Unies et c'est lui, Amir al-Ambari, qui a négocié le programme au nom de son pays. Pourquoi, à votre avis, a-t-il fallu si longtemps, de 91 à 96, pour mettre en place le programme Pétrole contre nourriture? Premièrement, il n'a pas été mis en place juste à la suite de la crise. Il n'a été mis en place, il n'a été voté que lorsque l'opinion publique mondiale a commencé à faire pression parce que les Irakiens mouraient de faim. Et deuxièmement, les dirigeants irakiens de l'époque ont hésité à accepter la résolution parce qu'ils se sont dit que s'ils acceptaient, alors l'Irak allait rester soumis à des sanctions, même si la population recevait de la nourriture et des médicaments. Le 20 mai 1996, après 5 ans de tractation, Saddam accepte donc enfin les conditions de l'ONU. Le Conseil de sécurité finalise la résolution 986 et signe le programme Pétrole contre nourriture, Oil for Food. Le principe est simple, l'Irak échange son pétrole contre des biens de première nécessité. The signature of the Memorandum of Understanding is a success. This resolution is based on one of the most important objectives of the United Nations, which is to alleviate the problem of poverty, and the poorest of the poor were suffering in Iraq. So it is a humanitarian resolution. And it's a great day for the United States because we were the authors of Resolution 986.
We have made sure that the people of Iraq are assured of the proper provisions, but at the same time, the very tight sanctions regime that has been imposed upon Iraq remains in place. Une grande victoire américaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Pétrole contre nourriture est par conséquent un programme humanitaire, conçu par le big business américain, financé par les Irakiens, entériné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors comment fonctionne Pétrole contre nourriture précisément ? Sous le contrôle de l'ONU, les Irakiens vendent leur pétrole. Mais les compagnies pétrolières ne les payent pas directement. Elles versent l'argent sur un compte ouvert par l'ONU à la BNP Paribas. Un compte bloqué et géré par l'ONU. Cet argent peut être utilisé par l'Irak uniquement pour acheter de la nourriture et des médicaments. Tous les contrats de vente de pétrole ou d'achat de nourriture doivent être approuvés par le Conseil de sécurité. L'ampleur du programme oblige l'ONU à créer une administration spéciale pour le gérer, l'OIP, The Office of Iraqi Program, le bureau responsable du programme humanitaire en Irak. À sa tête est nommé un des secrétaires adjoints de l'organisation, Benon Sevan, chypriote. Il connaît bien l'Irak et particulièrement Tarek Aziz et Saddam Hussein. L'OIP devient très vite un État dans l'État. Et en guise de chef de cabinet, Benon Sevan engage un jeune homme de 24 ans à l'époque, Michael Soussan. Il a été au cœur du programme dès sa mise en place. C'est le plus gros budget de l'histoire de l'ONU pour une opération humanitaire. Notre problème était comment dépenser l'argent assez vite alors que d'habitude, les programmes humanitaires sont plutôt à court de fonds. Les chiffres dans lesquels on parlait, de milliards de dollars par phase de vente de pétrole, ce qu'il y avait dans les comptes gérés par BNP Paribas au nom de l'ONU, était 10 fois plus, si ce n'est plus, que le budget lui-même de l'organisation, qui est un budget de 2 milliards de dollars. Pétrole contre nourriture était au départ un programme prévu à courte échéance. 3 phases de 6 mois renouvelables, il y en aura 13, soit presque 7 ans. La vente de pétrole va générer sur cette période 64 milliards de dollars. L'OIP, qui gère le programme, est organisé en 2 pôles. Le premier supervise les ventes de pétrole. Le second passe au crible les contrats des biens de première nécessité. Darko Bousibov, serbe, est l'un des superviseurs du pôle contrat. Le programme s'est poursuivi pendant 13 phases et n'a cessé de croître en taille et en complexité. Des secteurs étaient sans cesse ajoutés et des secteurs de plus en plus complexes. Électricité, assainissement de l'eau, enseignement supérieur. L'OIP voyait passer des contrats de dizaines de millions de dollars pour des centrales électriques. Je comprends que le programme a très vite pris des proportions auxquelles personne ne s'attendait, entraînant une bureaucratie de plus en plus lourde à New York. Sur le terrain, ce sont des fonctionnaires de l'ONU qui supervisaient le programme. Avec à leur tête Hans von Sponeck, un diplomate allemand qui a fait toute sa carrière au sein de l'organisation et dont les états de service en Afrique comme en Asie sont irréprochables. Je vais à sa rencontre au sud-ouest de l'Allemagne où il s'est retiré. J'ai discuté avec tous mes collègues de l'ONU et tous, ils disaient la même chose. Nous étions face à une énorme tâche humanitaire avec un soutien et un financement complètement inadaptés et avec une affreuse bureaucratisation des termes selon lesquels l'approvisionnement soi-disant humanitaire pouvait entrer en Irak. Je dis soi-disant, car même si j'étais officiellement coordinateur humanitaire des Nations Unies, je dirigeais un programme dans lequel il n'y avait pas un seul dollar de soutien international. Tout était financé par les Irakiens eux-mêmes, via le pétrole qu'on les autorisait à vendre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'humanitaire là-dedans ? Première nuance d'importance, c'est l'Irak elle-même qui finance son propre programme humanitaire. C'est la première fois, depuis sa création, après la Deuxième Guerre mondiale, que l'ONU gère un programme d'aide dont elle n'est pas à l'origine du budget.
Comment les Irakiens vivent le programme pétrole contre nourriture? Retour à Amman, en Jordanie, où réside aujourd'hui une forte colonie d'Irakiens, dont certains ont occupé des postes importants sous le régime de Saddam Hussein. Parmi eux, un personnage clé de cette histoire, Dia al-Baka. C'est lui qui, à l'époque, dirige la SOMO, la Compagnie nationale des pétroles irakiens. C'est dire la puissance qui a été la sienne. Il accepte de me recevoir. Au début, le programme devait venir en aide au peuple irakien pendant 6 mois. Il devait être renouvelé tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, on se disait, finissons la première phase. Je vous parle du point de vue des Irakiens et même des fonctionnaires. Tout le monde espérait que le programme ait un impact bénéfique, qu'il allège le lourd fardeau que les sanctions avaient imposé de 1990 à 1996. Donc, il a été bien accueilli. Autre témoin, le docteur Jawad, aujourd'hui représentant de Transparency International, organisation qui lutte contre la corruption dans le monde. طبعا هو مو أكل وإنما مواد أولية للأكل، رز، سكر، دهن، كانت توصل فعلا مثل ما هي، ولكن هي طبعا هي مو توصل، احنا نروح للوكيل ناخذ من عنده، لكن هنا بعض الوكلاء هم كانوا هم فاسدين، يعني مو كان الكيلو يعطي أقل من الكيلو، أو يبدل الشاي الرديء بالشاي الحسن، أو الزيت أو الدهن للطبخ الجيد بالسيء، وهكذا بقية المواد. يعني كان الفساد مرتين، مرة من قبل الحكومة ومرة ثانية من قبل الوكلاء. Troisième personne que je rencontre, le docteur Mona. Elle travaillait à l'époque dans un dispensaire à Bagdad. Avec l'arrivée de pétrole contre nourriture, est-ce que vous sentez tout de suite une différence? Est-ce que les médicaments qui arrivent vite? Est-ce qu'ils sont bons؟ قامت توصل أدوية أحسن شوية، تحسن الوضع، بس شنو الشركات مو الشركات العالمية المعروفة، قسم قامت توصل يعني ما معروفة المصدر، يعني مو الشركات اللي احنا متعلمين عليها مثلا عالمية معروفة، فتجي قسم فال، فإذا أريد دواء زين كان إذا نكتب للطبيب كان توصل الأدوية بسوق السوداء، وحتى الزينة هم كان تختفي لأن اشتغلت السوق السوداء، لأن تجي كميات محددة، صيدلية تبيع الصيدلية كانت، قسم تتهرب، قسم هاي تختفي فتنباع بأسعار. Détournement de médicaments, distribution de produits avariés, l'appât du gain paraît vite être au cœur du système. Mais je crois comprendre que ces petits profits ne suffisent pas au régime et qu'il faut faire entrer plus d'argent dans les caisses. Je retourne voir Dia al-Baka. Qu'avez-vous fait pour augmenter les revenus du régime de Saddam? Pendant la phase 8, des ordres ont été donnés disant qu'il fallait assouplir le prix du pétrole brut pour que les acheteurs aient un avantage et qu'on récupère ensuite une partie de cet avantage payable en liquide sur certains comptes ouverts dans divers endroits du monde. Le prix a été baissé d'environ $1,5. Une moitié allait à l'acheteur et l'autre était reversée à l'Irak. Certaines compagnies, mais pas toutes, ont donc payé ce qu'on appelait une surtaxe. Cette surtaxe était en fait un remboursement versé à l'Irak. Donc, d'après Dia, le système des pots de vin s'est très vite généralisé. Mais tout ce micmac, comment ça marche? L'Irak baisse de 50 cents le prix du baril fixé par les contrôleurs de l'ONU, déjà inférieur au cours du marché. Les compagnies pétrolières augmentent leurs bénéfices de 25 cents par baril et acceptent en échange de verser les 25 autres à l'État irakien. Des valises contenant des millions de dollars transitent par les ambassades irakiennes du monde entier. Parmi les entreprises françaises qui avaient l'agrément de l'ONU pour acheter du pétrole irakien, la société de courtage Carbonafta. Avec à sa tête à l'époque l'un des hommes qui connaît le mieux les affaires pétrolières au Proche-Orient, Xavier Ouzel. Comment a-t-il réagi, lui, face au principe de surtaxe imposé par le régime? Quand tout ça a commencé, les gens sérieux se sont retirés sur la pointe des pieds.
Donc, on a vu des quantités d'aventuriers prendre la place des majors, la mauvaise monnaie chassant la bonne, des sociétés créées la veille aux îles Caïmans ou au Liechtenstein, vous parliez de la Suisse, qui n'existaient pas et qui sont devenues des compagnies pétrolières soudain, et qui ont trouvé des traders moins regardants qui ont fait tous ces enlèvements. Et ce pétrole, cet or noir, si vous voulez, s'est trouvé blanchi à partir du moment où, une fois chargé, il était remis en vente sur le marché libre. Autour de 1999-2000, il y a eu un tournant au niveau pétrolier. Des surtaxes illégales et des pots de vin ont commencé à être imposés de façon systématique. Tout à coup, toutes les grandes compagnies qui traitaient avec l'Irak ont cessé de le faire. Et des dizaines d'entreprises dont personne n'avait entendu parler sont apparues. En fait, les grandes compagnies avaient engagé ces entreprises pour masquer le fait qu'elles continuaient à acheter du pétrole irakien. Tout le monde à l'ONU savait que ces entreprises n'étaient que des sociétés écrans, mais il n'y avait aucune volonté réelle au sein du Conseil de sécurité de faire changer les choses. Un certain nombre de pays au Conseil de sécurité ont fermé les yeux, la Russie notamment. Les Russes, précisément. Je découvre qu'ils sont très présents dans ce programme. Je vois que, dès le départ, l'ONU a nommé 4 experts pour fixer officiellement chaque jour le prix du baril irakien dans le cadre du programme. Or, au fil des années, ces experts ne seront plus que 3, puis plus que 2, et enfin, en 99, plus qu'1. Personne à l'ONU ne semble capable de m'expliquer pourquoi ils n'ont pas été remplacés. Bizarre. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Le dernier des Mohicans, l'ultime expert, s'appelle Alexandre Kramar, économiste russe, mais qui, de surcroît, est membre des services secrets du Kremlin. Quand j'examine les graphiques de pétrole contre nourriture, je constate que la Russie est largement en tête des achats de pétrole au cours des différentes phases du programme. C'est d'autant plus flagrant lorsque Kramar est seul à fixer le prix du baril. Je tente de joindre Kramar, mais sans succès, Moscou l'a rapatrié depuis longtemps. En revanche, j'apprends qu'un autre espion des services de renseignement russes, de SVR, travaillait à l'ONU à l'époque, Sergei Tretiakov. Lui est resté aux États-Unis. Tretiakov était l'officier supérieur de Kramar. Je suis parti à sa recherche, et après un jeu de pistes soigneusement élaboré, je l'ai retrouvé coulant des jours heureux quelque part dans le Grand Sud américain grâce à l'argent gagné par son passage à l'Ouest. La CIA lui a été très reconnaissante. Kramar était un de ceux qui vérifiaient les contrats pétrole contre nourriture à New York. Au départ, ils étaient 4. Et les 3 autres ont disparu et il s'est retrouvé tout seul. Il était comme un renard dans un poulailler. Il faisait baisser les prix des contrats. Les compagnies russes achetaient du pétrole irakien très bon marché et le revendaient immédiatement très très cher à des compagnies occidentales. Je n'arrive pas à comprendre comment les autorités de l'ONU ont pu ne rien voir. Kramar ne faisait que vérifier. Il n'était pas à la tête du programme. Mais tout le monde s'en fichait. Moi, bien sûr, j'étais déçu. J'étais un officier de renseignement de profession. Je n'avais aucune envie d'avoir un voleur sous mes ordres. Kramar n'est pas quelqu'un qui venait du privé. C'est par le gouvernement qu'il avait été placé là. Et c'est pour le gouvernement qu'il volait de l'argent. Qui en a profité, à votre avis? À mon avis, de nombreux politiciens russes, y compris probablement le président Poutine.
Il a donc été très utile. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'il voulait qu'il soit là. Et ça a très bien réussi. Ça a très bien réussi, oui. Je ne peux pas vous dire exactement combien d'argent il a gagné pour le président russe, pour le premier comme pour le deuxième, ou pour tel ou tel politicien russe. Mais il est clair qu'il a volé plus d'un demi-milliard de dollars. C'est mucho dinero. C'est un sacré paquet de fric. À ce stade, sur la partie pétrole du programme, si je comprends bien, 25 cents par baril, ça fait 229 millions de dollars de pots de vin versés à Saddam Hussein et son entourage. Plus de 190 millions d'euros, une somme rondelette. Le trafic de pétrole à des fins financières est une chose, mais c'est également une arme diplomatique. Or, Saddam a besoin d'alliés pour plaider sa cause et obtenir la fin des sanctions. Le dictateur a compris qu'il pouvait se lancer dans un trafic d'influence en faisant profiter de la manne pétrolière les amis de l'Irak. C'est dans un café parisien que je rencontre un grand ami de l'Irak, précisément Gilles Munier. Il m'explique comment fonctionnait cet échange de bons procédés. Tout ce que vous demandaient les Irakiens, c'était d'avoir une activité. Ils ne faisaient pas ça pour vos beaux yeux. Ils demandaient d'avoir une activité politique en faveur de l'Irak pour faire lever l'embargo. Il y avait une réunion qui s'appelait la conférence de Bagdad tous les 6 mois à Bagdad, présidée par Tariq Aziz, où il y avait là plus de 250 personnes ou 250 qui sont sur cette fameuse liste, qui venaient rendre compte de leurs activités et présenter pour les 6 mois suivants les activités qu'elles allaient développer. Donc ces activités, il fallait bien les financer. Et donc il fallait les récompenser, effectivement, il fallait les aider. Et les récompenser, il fallait financer. Je me rappelle avoir posé la question à Al-Baka, qui lui avait une vision de l'intérieur du système. Beaucoup de gens ont commencé à arriver. Des gens influents. Des figures politiques. Ou bien des journalistes étrangers. Des gens politiquement influents dans d'autres pays du monde. Et ils recevaient une allocation de pétrole brut. Eux, c'est-à-dire de la part de Saddam. On recevait un ordre du gouvernement allouant, disons, 2 millions de barils à cette personne. Ensuite, cette personne allait essayer de vendre ce volume à un utilisateur final, à une compagnie pétrolière internationale ou à un négociant en pétrole. Et nous, on prenait quelques cents par baril pour allouer telle quantité à telle raffinerie. J'en déduis qu'un certain nombre de personnes ont accepté de jouer le jeu et donc bénéficier des coupons de pétrole. C'est dans ce cadre qu'en France, par exemple, une instruction est ouverte, entre autres, contre Charles Pasqua et Jean-Bernard Mérimée, l'ancien ambassadeur de France à l'ONU. Tous refusent de s'exprimer, sauf Gilles Munier. Son association figure sur la liste Al-Mada. Aujourd'hui, il est mis en examen. Je suis allé voir Tariq Aziz. Est-ce que je peux vous présenter une société française qui souhaiterait retirer du pétrole en Irak? Il m'a dit pourquoi pas, faites-le. Mais il me dit au préalable, il faudrait que cette société française d'abord soit sérieuse, bien sûr, qu'ensuite elle ait l'autorisation du ministère des Affaires étrangères français, du ministère de la Défense français, et ensuite quel est le quitus des Nations Unies. C'est-à-dire que sinon les Irakiens ne pouvaient absolument signer rien du tout avec ces sociétés-là. Donc cette société a effectué toutes ces démarches et passé par tous ces filtres-là avant d'arriver à Bagdad, où là, elle a signé un premier contrat avec la SOMO. Mais il n'y a jamais eu de document signé entre moi et eux, ni entre moi et les Irakiens. Mais à titre personnel, vous avez perçu quelque chose? À titre personnel, j'ai rien perçu. Mon association a perçu, bien sûr, quelque chose, parce que l'objectif, c'était l'association. Et là, l'association reçoit? L'association reçoit pas des Irakiens. Elle reçoit de la compagnie pétrolière. La compagnie pétrolière sur ses bénéfices. D'un côté, il y a
À Radio Petroleum? Oui, à Radio Petroleum, qui est une société française, oui, bien sûr. Enfin, un Prader, quoi. Hein. Ouais. De l'autre, il y a la Somo. De l'autre, il y a Somo, absolument, oui. Et il y a moi entre les deux? Et il y a moi entre les deux. Enfin, il y a moi entre les deux au départ, au niveau de l'introduction du départ, c'est-à-dire en 1998, par exemple. Hein, bon. Puis ensuite, ça a suivi son cours. J'allais pas à Bagdad pour voir ce qui se passait. J'avais d'autres chats à fouetter. Puis le responsable de l'entreprise faisait son travail. Et alors, vous parliez tout à l'heure de marché parallèle. Totalement, le contrebande de pétrole. La contrebande de pétrole, qui a rapporté d'ailleurs beaucoup plus que pétrole contre nourriture. Bon. Je sais même pas beaucoup plus. C'est pire que tout. Alors, pourquoi vous dites pire que tout? Pire que tout, parce que dans pétrole contre nourriture, c'était des cents. Et là, c'était des dollars. Il y avait à se partager, par exemple, à se partager 13, 15 dollars par baril. Vous vous rendez compte? 15 dollars par baril, lorsque vous avez des tankers entiers. Et puis c'était pas au vu, c'était au vu et sur tout le monde, parce qu'il y avait quand même des norias de camions qui partaient de Kirkouk vers la Turquie ou vers la Jordanie. Eh oui. Dès la fin de la première guerre du Golfe en 91, le régime de Saddam organise une contrebande d'État de son pétrole, en direction de la Turquie, de la Syrie, des Émirats et surtout de la Jordanie. Des centaines de camions relient Bagdad à Amman, une contrebande qui se poursuit aujourd'hui encore, comme je le constate sur cet axe routier qui relie les deux capitales. لغايه ما ضربت بغداد اول ضربه بغداد بطلوا يجيبوه بس على عهد صدام يا اختي يوم انقطع النفط سنه 2003 هذا النفط كان يعني نفط رسمي او غير رسمي؟ النفط كان رسمي بين الحكومتين، رسمي اتفاقيه ما بين الحكومتين. هو كان بيجينا نفط من العراق يعني لغايه بس انقصفت بغداد وقفنا، حتى بعد ما انقصفت بغداد في شباب ضربوا. Une contrebande officielle donc, et moi qui pensais avoir soulevé un lièvre. Comment se fait-il que personne à l'ONU n'ait jamais rien dit? La Jordanie a mis en place un système par lequel d'énormes supertankers accostaient à un terminal à partir duquel l'exportation de pétrole n'était pas autorisée. Les compagnies demandaient au département d'État américain si ce n'était pas illégal dans le cadre du programme pétrole contre nourriture. Mais les Américains leur donnaient le feu vert et l'US Navy escortait les tankers. Saviez-vous à cette époque que Saddam Hussein et d'autres avaient organisé une fraude via la Jordanie ou la Turquie? Ce n'était pas de la fraude. Après tout, ce pétrole était irakien. Et s'il y avait eu contrebande, que ce soit par la Jordanie ou par le Golfe, c'était à mon avis une initiative légitime de la part du gouvernement. N'oubliez pas que les 20 millions d'Irakiens ne pouvaient pas vivre uniquement avec de la nourriture et des médicaments. Le gouvernement était donc obligé de trouver une source de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de la population. C'était une contrebande organisée? On ne fait pas de contrebande avec ce qu'on possède. Je veux dire, était-il clair pour vous que les Nations Unies étaient d'accord? Il n'y avait pas que les Nations Unies. Les forces navales occidentales aussi étaient au courant. Elles laissaient passer les tankers en échange de cadeaux. Le pétrole, ça ne se vend pas en cachette. On ne peut pas dissimuler des millions de barils de pétrole. Des millions de barils de pétrole? Mais alors le volume de la contrebande était considérable. C'est à Bâle, en Suisse, que je décide d'aller chercher des éclaircissements auprès de Mark Pitt,
professeur de droit qui fait autorité en matière de délinquance financière. On est arrivé à la conclusion que les chiffres de la contrebande de pétrole pendant ces 13 années atteignent ou dépassent les 10 milliards de dollars. Que ce soit par la route, par la mer ou par oléoduc. Ce chiffre dépasse largement celui des paiements illégaux. Donc, en plus des 229 millions de paiements illégaux, viennent s'ajouter 10 milliards de contrebande, rien que ça. Revenons à pétrole contre nourriture. Pendant toute la durée du programme, 64 milliards de dollars résultant de la vente de pétrole irakien sont venus s'entasser sur un compte ouvert par l'ONU à la BNP Paribas. Or, cette banque ne figure pas dans la liste des établissements financiers proposés par l'ONU au moment de la négociation du programme. Comment la BNP Paribas a-t-elle été finalement choisie? J'appelle à droite à gauche, c'est l'amnésie ou le silence. Aux Nations Unies, personne ne semble s'en souvenir. Les dirigeants de l'époque sont en prison ou ont été exécutés, et je ne surprends personne en précisant que la BNP ne souhaite pas s'exprimer. Je passe maintenant au deuxième volet du programme. Sur les 64 milliards générés par la vente de pétrole, 34 milliards ont servi pour les achats de marchandises. Comment s'effectuaient les transactions? Christopher Elferson était le numéro 2 de l'OIP, l'adjoint de Benan Sevan. C'est à lui que je pose la question. Il faut savoir qu'à chaque fois que Saddam Hussein ou son gouvernement voulait acheter quelque chose, le contrat passait d'abord par le gouvernement du pays où était située l'entreprise. Puis, par le comité 661 composé des 15 pays qui siégeaient au Conseil de sécurité. Chacun de ces 15 pays pouvait examiner les contrats. Le Royaume-Uni et les États-Unis en particulier y passaient énormément de temps. Certains ont été bloqués définitivement et d'autres longuement retardés. Mais pourquoi au sein du Conseil de sécurité, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient-ils si pointilleux sur la validation des contrats? Je me souviens que c'est pour forcer Saddam Hussein à arrêter son programme de développement d'armes de destruction massive que l'embargo a été mis en place. Avec pendant 7 ans des inspecteurs sillonnant le pays à la recherche de fabriques d'armes chimiques sous la pression anglo-américaine. Quand vous vous êtes rendu compte que le Conseil de sécurité retardait beaucoup de contrats, quelle a été votre réaction? Nous étions scandalisés. Rendez-vous compte, on négociait une phase de 6 mois du programme pétrole contre nourriture. La livraison des marchandises qui manquaient à la population prenait un temps fou. Et quand on recevait enfin les documents montrant que les marchandises allaient pouvoir arriver, elles étaient bloquées par le comité des sanctions. Je ne suis ni anti-britannique ni anti-américain, mais c'était systématiquement ces deux gouvernements qui empêchaient le peuple irakien de recevoir des marchandises d'une nécessité vitale. Nous étions scandalisés. En août 2002, cela impliquait plus de 5 milliards de dollars de médicaments et de marchandises humanitaires indispensables qui faisaient cruellement défaut. Donnez-moi des exemples de produits qui étaient bloqués. Ils étaient très nombreux. Il y a par exemple le fameux cas des millions de crayons à papier dont l'importation a été interdite parce que les mines de crayons contiennent du graphite et que si on rassemble assez de graphite, on est censé pouvoir fabriquer une bombe dévastatrice. On avait des problèmes sans fin avec les produits chimiques, avec les produits nécessaires à la purification de l'eau ou au système sanitaire, avec les pesticides pour les cultures. Tout cela était vu comme des substances dangereuses dont l'utilisation pouvait être détournée. Et Washington et Londres ne pouvaient pas l'accepter.
Le système des pots de vin sur les biens importés par l'Irak est-il le même que celui instauré sur le pétrole? La preuve, noir sur blanc, de l'existence de ces pots de vin, je l'ai retrouvée sur ces documents officiels irakiens. D'un côté, les sociétés signaient un contrat officiel pour l'ONU avec un prix supérieur au marché. De l'autre côté, ces mêmes sociétés signaient avec les seuls Irakiens une lettre dans laquelle elles s'engageaient à verser une taxe à Bagdad, taxe qui n'avait pas besoin d'être motivée et qui ne pouvait en aucun cas être discutée. Les marchés des biens de première nécessité sont attribués aux sociétés qui acceptent de gonfler leur prix de vente. L'Irak achète au prix fort ses produits après validation du contrat par l'ONU. Et la marge réalisée par ces sociétés atterrit directement dans les poches de Saddam et de ses proches. Étiez-vous au courant de cette corruption et comment avez-vous réagi? When I had a conversation with a company that said that they had been approached. Une entreprise m'a dit que le gouvernement irakien leur avait demandé une commission conséquente. Le gouvernement de Saddam voulait une somme énorme. L'entreprise ne savait pas quoi faire. Je leur ai dit que j'en parlerais à Benon Sevan, mais que ma conviction intime était qu'ils devaient le signaler à leur propre gouvernement, au ministère des Affaires étrangères. Au cours des semaines qui ont suivi, cela s'est produit plusieurs fois. Les Autrichiens, entre autres, ne voulaient plus mener les transactions jusqu'à leur terme, et ce, pour les mêmes raisons. Pourtant, je trouvais Benon étonnamment réticent à aller voir le Conseil de sécurité. Effectivement, je retrouve une note très ambiguë de Benon Sevan datant de mars 2001, où il stipule qu'il n'a pas de preuves tangibles de corruption et qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer la véracité des rapports sur le sujet. Bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Je me souviens d'une question posée à Darko Mossibob, chargé de surveiller les contrats. When did you start? Quand vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait des pots de vin? Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais ça doit être pendant la phase 8 ou 9, donc en 2000, que j'ai entendu parler de cette possibilité pour la première fois. De la possibilité des pots de vin? Oui. Quelle fut votre réaction? Ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur de la chose. De penser que depuis la phase 8, et on était alors en phase 13, quasiment chaque contrat comportait des pots de vin. Cela voulait dire des milliers de contrats. Et beaucoup de gens qui avaient dû donner leur accord à ce que l'Irak demandait. La grande surprise pour moi, c'était l'ampleur des pots de vin. Mais au cours de toutes ces phases de programme, un des contrats a-t-il été bloqué pour des questions de surtaxe sur les marchandises achetées? Dans mon domaine, celui des contrats soumis à un examen plus spécifique, je n'ai pas souvenir d'un seul contrat suspendu pour cause de surtaxe. Je récapitule. Sur le temps qu'a duré le programme, le régime de Saddam Hussein a détourné sur le pétrole qu'il vend 229 millions de dollars et empoché 1,5 milliard en commissions ou surtaxes sur les produits achetés. Chapeau. Et qui sont les grands bénéficiaires de cette fraude? Toutes les entreprises et personnalités qui ont profité du programme, bien sûr. Évidemment, Saddam Hussein lui-même et les centaines de membres du parti Baas qui formaient sa cour. Une cour qui coule des jours heureux sur le golfe Persique, dans cette ville de Dubaï. J'y retrouve notamment un jeune baron du régime, Mohamed Awad, qui était aussi l'ami d'Uday, le fils assassiné de Saddam Hussein. Vous savez que la presse internationale écrit que Saddam Hussein, ses deux fils, ont, au cours des années, détourné beaucoup d'argent sur ce programme. كل ما طرح عن وسائل الإعلام بأنه وجود أموال لصدام حسين أو أبنائه خارج البلد وعقارات خارج البلد ما لها أي صحة. فلم يجدوا لصدام حسين لا خارج البلد ولا داخل البلد أي ملك باسم صدام حسين. ولكن الفساد داخل العراق
لم يكن هناك فساد داخل العراق، وخاصة بهذا الموضوع كون العراق لن يستلم دولار واحد من تلك المذكرة التي كانت تطلق عليها نفط مقابل الغذاء والدواء. ورا دخول الأمريكان لبغداد ورسخ بغداد أخذوا أغراضهم ومشوا وطلعوا جنط كاملة بها دولارات. صحيح صحيح. حصلت هذه الحالات أنه بلد فوضى، فميزانية الدولة بأكملها أصبحت لدى أشخاص. هاي اللي أنت حضرتك تعنيها، لأنه السرقة خرجت من البلد من العراق، ولكن مبالغ مذكرة التفاهم انسرقت بالطريقة اللي تحدثنا عنها، طريقة فتح الاعتمادات وفتح الودائع الموجودة عن طريق بنوك وشركات كبرى. هذا اللي حصل. لكن نعم في أشخاص خرجوا من العراق وبحوزتهم ملايين من الدولارات، لكن تسأليني عن أسمائهم ما أقدر أقول لك يعني منهم.